Chers téléspectateurs de Cheating Tales Lab, nous aimerions savoir de quelle partie du monde vous nous rejoignez. Dites-le nous. Passons maintenant à l'histoire du jour. Chapitre 1, les dernières nouvelles. Owen Dodge posa sa tasse de café et s'installa dans le fauteuil inclinable en cuir, celui que Francine disait toujours trop usé pour être conservé. 8 années dans le renseignement militaire lui avaient appris à privilégier le confort à l'esthétique, et ce fauteuil s'était parfaitement adapté à sa silhouette pendant leurs 5 ans de mariage. Les informations du soir bourdonnaient en arrière-plan tandis qu'il examinait les protocoles de sécurité du dernier client de son entreprise de cybersécurité. Une habitude de l'armée que Francine trouvait à la fois attachante et irritante. Leur mariage avait été un succès, du moins le pensait-il. Francine Palmer avait fait irruption dans sa vie 3 ans après sa démobilisation. Tout en assurance et en esprit vif. Son uniforme de pilote imposait le respect à la cérémonie de charité des vétérans où ils s'étaient rencontrés. Elle effectuait des vols internationaux pour Transglobal Airways, absente plusieurs jours, ce qui convenait parfaitement à Owen. Il avait son travail, elle le sien, et ils passaient leur week-end ensemble. Du moins, c'était prévu. La voix du présentateur du journal télévisé s'éleva soudain, attirant l'attention d'Owen vers l'écran. Flash info. Le vol 2847 de Transglobal Airways, reliant Los Angeles à Sydney, avait disparu des radars au-dessus de l'océan Pacifique. Le Boeing 777 transportant 284 passagers et 16 membres d'équipage avait perdu le contact il y a environ 2 heures. La tasse d'Owen s'était brisée sur le parquet. Vol 2847, le vol de Francine. Elle l'avait embrassé le matin même. Son sac de voyage en bandoulière, mentionnant son absence de 3 jours. Route vers Sydney. Son esprit refusait de traiter l'information. Il se heurtait sans cesse au même mur d'impossibilité. Pas Francine. Pas comme ça. Il se précipita vers son téléphone, les doigts tremblants, en composant son numéro. Directement sur la messagerie vocale. Les informations continuaient, montrant des images radars, des cartes maritimes, la chute des actions de la compagnie aérienne en temps réel. Sa respiration était haletante. La pièce pencha. Owen s'effondra sur le canapé, les mains sur le visage, les sanglots le déchirant. 5 ans. 5 foutues années à construire une vie ensemble, de blagues privées, de dimanches matins paresseux et de projets d'avenir. Parti en un instant, quelque part dans l'immensité sombre du Pacifique. Le bruit d'une clé qui tournait dans la serrure de la porte d'entrée était à peine perceptible à travers son chagrin. La porte s'ouvrit brusquement. Francine se tenait dans l'embrasure, son uniforme de pilote impeccable, le visage tiré par l'épuisement. Elle tenait son sac de voyage, le même qu'elle avait emporté le matin même. Le temps sembla se fracturer. Owen sanglota dans sa gorge. « Tu es à la maison. » Les mots sortirent étranglés, incrédules. Le regard de Francine se porta sur l'écran de télévision où le logo de sa compagnie aérienne dominait l'image. Son visage se vida de toutes couleurs, passant de l'épuisement à quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de la panique. Son sac lui glissa des doigts et heurta le sol avec un bruit sourd. « Je n'étais pas sur ce vol, » murmura-t-elle. Owen se tenait sur ses jambes tremblantes, la confusion remplaçant le chagrin. « Comment ça, tu n'étais pas sur ce vol ? Tu m'as dit Sydney 3 jours. Tu as dit que j'avais changé de poste. » Sa voix était mécanique, préparée presque à la dernière minute. « J'ai confié mon vol pour Sydney à Léa Dixon. J'avais un séminaire de formation ici à Los Angeles. J'ai essayé de t'appeler, mais un séminaire de formation. » L'entraînement militaire d'Owen a fait son effet. Son esprit cataloguait les incohérences alors même que ses émotions étaient en plein essor. Tu n'as jamais parlé de séminaire. C'était à la dernière minute. Je t'ai dit que je t'avais envoyé un texto ce matin. Elle s'éloignait de lui, maintenant, de la télévision. Ses yeux étaient toujours rivés sur les informations. Ses mains tremblaient. Owen sortit son téléphone. Pas de texto de Francine. Plus rien depuis son « aimé » de la veille. Son entraînement lui avait appris à lire les gens pour déceler la tromperie dans les moindres détails. Sa façon de ne pas croiser son regard. La précision de ses explications. La peur dans son expression qui n'avait rien à voir avec une mort frôlée. « Montre-moi » dit-il doucement. « Montre-moi le texto que tu as envoyé. » Francine tâtonnait avec son téléphone et Owen vit quelque chose traverser son visage. Un calcul, une décision prise en temps réel.
Le service devait être mauvais. Il n'a pas envoyé. Owen, s'il te plaît. Je suis juste sous le choc. Ça aurait pu être moi dans cet avion. Mais Owen observait ses mains. Elles ne tremblaient pas de choc. Elles tremblaient de peur. Et à cet instant, 8 ans de formation au renseignement se cristallisèrent en une seule prise de conscience dévastatrice. Sa femme lui mentait. La question était de savoir pourquoi. Chapitre 2. Le premier fil conducteur. Owen ne dormit pas cette nuit-là. Tandis que Francine prenait un somnifère et se retirait dans leur chambre, prétextant un traumatisme dû à son accident évité de justesse. Il s'assit dans son bureau et fit ce qu'il faisait le mieux. Il enquêta. Le séminaire de formation était assez facile à vérifier. Le portail interne de Transglobal, que Francine avait négligemment laissé connecter sur leur ordinateur commun, n'indiquait aucune formation obligatoire prévue pour les pilotes basés à Los Angeles cette semaine-là. En fait, la liste des vols de Sydney confirmait que Francine Dodge était programmée pour le vol 2847. Son nom avait été retiré du manifeste seulement 6 heures avant le départ, remplacé par Léa Dixon, la femme présumée morte dans le Pacifique. Owen se cala dans son fauteuil. La lueur bleue de plusieurs écrans illuminait son visage. Des années de travail en cybersécurité l'avaient rendu exceptionnellement doué pour repérer les empreintes numériques. Il commença par examiner les relevés téléphoniques de Francine, extrayant les données de leur forfait familial commun. Les journaux d'appel racontaient une histoire qui lui retournait l'estomac. Depuis 3 mois, Francine était en contact quasi permanent avec un seul numéro. Des appels de plusieurs heures passées lors de ses supposées escales à Sydney, Tokyo, Londres, des SMS se comptant par centaines. Owen Cross référençait ce numéro dans des bases de données publiques et des réseaux professionnels. Carl Caldwell, PDG de Caldwell Industries, une entreprise d'import-export de taille moyenne, 43 ans, divorcé, selon ses réseaux sociaux, qui montrait un style de vie fait de yachts de luxe et de voitures de luxe, extrêmement riche. Owen serra les dents en parcourant le fil Instagram de Carl. Puis il la vit, une photo datant d'il y a 3 mois, postée depuis un hôtel de Singapour. Au fond, se reflétant dans une fenêtre, la silhouette d'une femme. Ce profil distinctif aurait pu être celui de n'importe qui, mais Owen reconnut le collier qu'il avait offert à Francine pour leur anniversaire. Il consulta les relevés de carte de crédit de Francine. Puis, une autre négligence de sa part. Elle n'avait jamais changé le mot de passe depuis leur mariage. Singapour, 3 mois auparavant. Une chambre d'hôtel qu'elle avait prétendu être une escale pour l'équipage. Londres, 6 semaines auparavant, dans un hôtel 5 étoiles. Pendant ce temps, Carl Caldwell était là pour affaires. Tokyo 2 semaines auparavant, même schéma, une liaison. Sa femme avait une liaison. Mais cela n'expliquait pas ce soir. Cela n'expliquait pas la terreur dans ses yeux en apprenant la nouvelle, ni pourquoi elle avait changé de vol à la dernière minute. L'esprit militaire d'Owen évaluait les possibilités, les écartant et les analysant. Il avait accédé au système de Transglobal, une faille de sécurité qu'il leur avait signalée des mois auparavant, mais qu'ils avaient mis du temps à corriger. La demande de changement de vol était arrivée à 11h47, enregistrée comme urgence personnelle, mais l'adresse IP à l'origine du changement ne correspondait à aucun des appareils habituels de Francine. Owen avait remonté la piste grâce à des serveurs proxy, un processus qui lui avait pris 40 minutes d'archéologie numérique minutieuse. La demande provenait d'un ordinateur de Caldwell Industries. Owen se rassit, les pièces s'emboîtant comme une arme en cours d'assemblage. Francine n'avait pas effectué le changement. Carl, lui, l'avait fait, ce qui signifiait que Carl avait accès au système de Transglobal, probablement grâce aux identifiants de Francine. Mais pourquoi ? Pourquoi la faire descendre d'un vol et faire semblant d'être choqué quand son souffle a coupé l'assurance ? Owen avait consulté leur police d'assurance conjointe. Francine avait une assurance vie de $2 millions auprès de sa compagnie aérienne, Standard for Pilots, mais elle avait également souscrit une assurance personnelle supplémentaire de $13 millions 6 mois auparavant, dont Owen était le bénéficiaire. Elle lui avait expliqué que c'était à cause des risques liés à son travail. Elle voulait qu'on s'occupe de lui si quelque chose arrivait. $5 millions si Francine Dodge mourait dans un accident d'avion. Bon Dieu, souffla Owen. Ses doigts parcouraient le clavier, remontant tout ce qu'il pouvait trouver sur Carl Caldwell. Des dossiers financiers. Caldwell Industries croulait sous les dettes, surendetté par des investissements immobiliers qui avaient mal tourné.
Ses comptes personnels montraient une dette croissante sur ses cartes de crédit, un style de vie que Carl ne pouvait se permettre. L'homme était désespéré. Owen consulta les rapports de recherche et de sauvetage du vol 2847. L'avion avait disparu dans une zone notoirement profonde du Pacifique. Récupérer les corps serait quasiment impossible, ce qui signifiait qu'il prévoyait de simuler sa mort. Francine était censée être sur ce vol. Carl était censé la sortir de là à la dernière minute. L'avion s'écraserait. Francine serait officiellement morte. Owen toucherait 5 millions de dollars d'assurance. Et ensuite? Ils avaient convaincu Léa Dixon de prendre l'avion à la place. Ou bien quelque chose avait-il mal tourné? Les poings d'Owen se fermèrent. Sa femme et son amant avaient orchestré la mort de 300 personnes pour de l'argent, pour avoir une chance de s'enfuir ensemble. Le pur calcul sociopathe de la situation lui serra la gorge. Mais il y avait un problème avec leur plan. Francine était rentrée. Elle n'aurait pas dû. Si elle était censée être morte, pourquoi retourner à la maison? À moins que le plan ait mal tourné. À moins que Francine ne soit censée disparaître ce soir, mourir dans l'avion, mais que quelque chose l'ait fait paniquer et rentrer à la maison. Peut-être qu'elle avait eu peur. Peut-être que Carl l'avait effrayée. Ou peut-être le téléphone d'Owen. Un SMS d'un numéro inconnu. Il faut qu'on parle de ta femme. Café au Harper's Dîner. Cette heure revient seul, Jérôme. Jérôme Campos. L'ancien pote d'Owen des services secrets, qui dirige maintenant une société de détectives privés à Los Angeles. Owen a répondu, « Comment le savais-tu » La réponse est venue immédiatement, car on m'a engagé pour suivre Francine Dodge il y a 3 semaines, et tu dois savoir ce que j'ai découvert avant de faire une bêtise. Chapitre 3. Le tableau complet. Le Harper's Dîner sentait le café brûlé et la vieille graisse. Le genre d'endroit où les conversations se perdaient dans le bruit des assiettes et le bourdonnement des travailleurs matinaux épuisés. Jérôme Campo était assis dans un box d'angle, son visage buriné et sa barbe grise le faisant paraître plus vieux que ses 45 ans. Il avait été l'observateur d'Owen en Afghanistan, la voix calme à son oreille lorsque les opérations dérapaient. Si Jérôme disait quelque chose d'important, c'était bien ça. Owen se glissa dans le box en face de lui. Il n'avait pas dormi. Il n'avait même pas pris de nouvelles de Francine avant de partir. Qui vous avait embauché? Jérôme poussa un dossier en papier craft sur la table. L'associé de Carl Caldwell, Ivan Fitzgerald. Il eut des soupçons lorsque Carl commença à effectuer des transactions inhabituelles, déplaçant les actifs de l'entreprise. Il pensa que Carl détournait des fonds. La bouche de Jérôme se tordit. Il s'avéra que c'était pire. Owen ouvrit le dossier. Des photos en jaillirent. Francine et Carl dans des hôtels, des restaurants, un appartement dans le centre-ville de Los Angeles dont aucun des deux n'était officiellement propriétaire. Des relevés bancaires montrant des transferts d'argent, puis les documents qui ont glacé le sang d'Owen. Les manifestes de vol, non seulement pour le vol 2847, mais pour 6 autres vols au cours de l'année écoulée. Tous des vols transglobal, toutes des lignes internationales au-dessus de Deepwater. Tous avec des problèmes de maintenance mineurs, signalés avant le décollage. Ils ont fait des tests, dit Jérôme d'une voix calme. Carl a utilisé l'accès de Francine au système des compagnies aériennes pour créer des bugs mineurs. Rien de catastrophique, juste assez pour étudier comment les systèmes tombent en panne, la rapidité des interventions. Il préparait cela. La voix d'Owen était creuse. Ouais. Et voilà le hic. Caldwell Industries importe des composants d'avions spécialisés. Carl avait accès à des pièces pour des personnes capables de modifier les équipements. Nous avons trouvé des communications entre lui et un sous-traitant de maintenance qui travaille sur la flotte de Transglobal. Un certain César Douir vient de déposer le bilan. Carl lui a versé 200 000 $ il y a 3 mois. Owen leva brusquement les yeux. Il a saboté l'avion. C'est mon hypothèse. Douir avait un mobile, un accès, et un afflux soudain d'argent qu'il ne peut expliquer. J'ai déjà prévenu la FAA anonymement. Ils trouveront ce qu'il a fait à cet avion. Jérôme se pencha. Mais voici ce que vous devez savoir. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent de l'assurance pour votre femme. L'entreprise de Carl est en faillite. Il avait besoin de capitaux rapidement. Le plan était plus ambitieux. Jérôme sortit un autre document.
Ivan Fitzgerald découvrit que Carl avait souscrit des assurances-vie pour 6 de ses employés clés, lui-même étant bénéficiaire. Si Caldwell Industries perdait du personnel dans un accident d'avion, surtout si Carl pouvait réclamer des pertes pour interruption d'activité, il toucherait environ 15 millions de dollars au total. Ajoutez les 5 millions de dollars de votre femme, et Carl pourrait rembourser ses dettes et disparaître avec de quoi vivre comme un roi. Francine le savait. Owen a posé la question, même s'il connaissait déjà la réponse. Mon frère, elle a aidé à organiser ça. J'ai des enregistrements. Ils se rencontraient dans cet appartement du centre-ville 2 fois par semaine. Carl est en contact avec des poids lourds. Owen, des gens capables de faire disparaître Francine, de lui donner une nouvelle identité. Ils allaient te laisser toucher l'indemnité d'assurance. Puis, au bout de 6 mois, une fois le deuil terminé et la vie passée, Francine était censée disparaître. On aurait pu supposer qu'elle s'était enfuie, mais il n'y aurait aucune preuve. Carl aurait publiquement lutté contre ses propres pertes, reconstruirait son entreprise et retrouverait Francine quelque part en Amérique du Sud dans 2 ans. Owen fixait les photos de sa femme. La femme qu'il avait aimée, celle qui avait planifié sa manipulation avec une précision clinique. Que s'est-il passé hier soir? Autant que je sache, Dwyer a eu peur ou Carl a modifié le timing. Francine n'a été informée du changement que trop tard. Elle a paniqué en apprenant la nouvelle. Elle a pensé que Carl l'avait peut-être piégée pour qu'elle meure dans cet avion, alors elle a couru chez elle. Elle a probablement pensé que c'était plus sûr que d'affronter Carl. 300 personnes sont mortes à cause d'eux. Les mains d'Owen tremblaient. 300 personnes. L'expression de Jérôme s'est durcie. Je sais. Et voilà l'autre problème. Je ne peux pas prouver la moitié de tout ça devant un tribunal. Les preuves dont je dispose sont suggestives, mais un bon avocat les démontrait. Le paiement de Dwyer pourrait être expliqué. L'affaire est réglée, mais pas criminelle. Le changement de vol a été enregistré comme une urgence personnelle sans que Dwyer n'avoue ni que Carl ne commette d'erreur. Il pourrait s'en aller. Owen termina. Ouais. Ivan Fitzgerald veut la destruction de Carl, mais il est plus préoccupé par le sauvetage de l'entreprise que par la justice. La FA enquêtera, mais cela prendra des mois. D'ici là, Carl et Francine auront effacé leurs traces. Jérôme marqua une pause. À moins que vous n'ayez quelque chose qu'ils ignorent. L'esprit d'Owen était déjà en train de travailler. Les éléments d'un plan se formaient. 8 années dans le renseignement lui avaient appris que les meilleures opérations utilisaient le plan de l'ennemi contre elles. Carl et Francine avaient monté un plan élaboré, mais les plans comportaient des points de pression. Ils avaient des faiblesses. Tu as dit que Francine était censée disparaître dans 6 mois, dit lentement Owen. Ça veut dire qu'ils ont encore besoin de l'argent de l'assurance. Ils ont besoin que je le récupère et que je croie qu'elle est morte. Jérôme comprit immédiatement. Tu veux jouer le jeu? Plus que ça, le regard d'Owen se durcit. Je veux qu'ils croient que leur plan a fonctionné. Je veux qu'ils se croient en sécurité. Et ensuite, je veux démanteler toute leur opération de l'intérieur. Owen, ce ne sont ni des terroristes ni des combattants ennemis. C'est personnel. Si tu continues comme ça, ils ont assassiné 300 personnes. Jérôme, ils ont essayé de m'utiliser comme psy. La voix d'Owen était froide, posée, le même ton qu'il avait utilisé pour planifier des opérations en territoire hostile. Je ne vais pas voir la police avec des demi-preuves. Je vais m'assurer qu'ils paient pour chaque mort, et je vais le faire d'une manière qu'ils n'auront jamais vu venir. Jérôme observa son vieil ami puis hocha lentement la tête. Alors tu vas avoir besoin d'aide, car si Carl Caldwell soupçonne une seule seconde, tu sais qu'il ne le fera pas. Owen rassembla les photos, les documents, toutes les preuves que Jérôme avait rassemblées. Quand j'aurai fini, ils penseront que je suis le mari en deuil qu'ils avaient prévu jusqu'au moment où je les ai détruits tous les deux. Chapitre 4. La performance. Owen rentra chez lui et trouva Francine dans la cuisine. Les mains serrées contre une tasse de café, les yeux rouges et gonflés. Que ce soit dû à une émotion réelle ou à l'application minutieuse de gouttes anti-irritation, il n'en savait rien. Peu importe. Son rôle commençait maintenant. J'ai appelé la compagnie aérienne, dit-il d'une voix prudemment rauque. Ils ont confirmé que vous avez changé de poste là-bas. Ils disent qu'il n'y a aucun espoir. Aucun survivant. Les yeux de Francine se remplirent de larmes. Léa avait 2 enfants. Je la connaissais. Nous avons volé ensemble pendant des années.
La performance était bonne. Owen dut l'admettre, presque convaincant. Ça aurait dû être moi, Owen. Ça aurait dû être moi. Il s'approcha d'elle, la prit dans ses bras, même si sa chair de poule lui hérissait la tête. Ne dis pas ça. Ne dis jamais ça. Mon Dieu, quand j'ai vu les nouvelles, quand j'ai cru t'avoir perdu, il a laissé sa voix se briser, enfouissant son visage dans ses cheveux. Je ne peux pas te perdre, Franny. Elle s'est accrochée à lui, et il a senti son corps se détendre légèrement. Elle l'a cru. Je suis tellement désolé. J'aurais dû t'envoyer un message pour le changement. J'ai juste... Le séminaire est arrivé si vite. Peu importe. Il s'est reculé, lui prenant le visage entre les mains. Tu es vivante. C'est tout ce qui compte. Il a marqué une pause, comme s'il réfléchissait. La compagnie d'assurance a également appelé. Ils vont vouloir vérifier que tu n'étais pas sur le vol. S'occuper des papiers pour les autres familles. Une lueur a traversé le visage de Francine. Du calcul. Peut-être du soulagement. Bien sûr, tout ce dont ils ont besoin. Ils ont aussi posé des questions sur notre police d'assurance. Celle que tu as souscrite l'année dernière. Ils doivent vérifier tous les pilotes transnationaux. S'assurer qu'il n'y ait aucune confusion sur qui était sur le manifeste. Il l'a observé attentivement. C'est juste la procédure, non? La procédure. Le sourire de Francine était crispé. Le téléphone d'Owen a sonné. Jérôme, pile à l'heure. Je dois prendre ça. C'est du travail. Urgence client. Il entra dans son bureau et ferma la porte. Elle y crut complètement. Owen confirma. Où est Karl? Il est à son bureau, faisant des apparitions publiques pour exprimer son inquiétude concernant le crash. Il joue l'homme d'affaires dévasté, inquiet pour les employés potentiels du vol. Yvan le surveille. Jérôme marqua une pause. Tu es sûr de vouloir faire ça? Owen, une fois que tu auras commencé, impossible de reculer. J'en suis sûr. Et Dwyer? La FAA a trouvé des preuves de sabotage ce matin. Dwyer est cloué au sol. Karl l'a probablement déjà réduit au silence. Pas tué, mais payé pour disparaître jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Sans Dwyer, l'enquête s'arrête sur une panne d'équipement. Ensuite, il faut faire parler Karl. Le rendre suffisamment nerveux pour qu'il commette des erreurs. Owen sortit son ordinateur et accéda aux documents de la police d'assurance vie. Je vais déposer la réclamation aujourd'hui. 5 millions de dollars. Ça attirera son attention. Ça va prendre des semaines, peut-être des mois. Tu crois que Karl attendra aussi longtemps? Non. C'est le problème. Karl est désespéré. Son entreprise perd de l'argent. Et maintenant, il attire l'attention internationale pour une catastrophe qu'il a causée. Il a besoin de cette indemnité d'assurance pour disparaître avec Francine. Quand il verra que j'ai déposé une demande d'indemnisation, il sera anxieux. Les gens anxieux font des erreurs. Jérôme resta silencieux un instant. Et Francine, elle va jouer le rôle de la pilote traumatisée qui a échappé de justesse à la mort. Elle va s'en servir pour rester près de moi, s'assurer que je ne me doute de rien, ce qui signifie que je dois être le mari parfait et confiant. La voix d'Owen se durcit. Qu'elle se croit l'une d'elles. Pendant les 3 jours suivants, Owen joua son rôle à la perfection. Il serra Francine dans ses bras pendant qu'elle pleurait ses collègues morts. Il assista à une veillée funèbre dans une compagnie aérienne où la direction parla de soutien psychologique. Il fit une déclaration aux enquêteurs confirmant le changement d'horaire de Francine, sa voix se brisant comme il se doit en évoquant à quel point il avait failli la perdre. Et pendant tout ce temps, il documenta tout. Jérôme avait installé du matériel de surveillance chez eux, des caméras cachées, des enregistreurs audio dans les pièces où Francine passait le plus clair de son temps. Owen surveillait ses appels, ses SMS, ses moindres faits et gestes. Le 4e jour, Karl prit contact. Owen était au travail quand Jérôme appela. Elle le retrouve maintenant. L'appartement du centre-ville. Owen serra les mains sur son téléphone. Je serai là dans 20 minutes. Ça y est? Les caméras tournent. On va enfin les enregistrer ensemble. Owen traversa la circulation de Los Angeles avec une précision maîtrisée, se garant à 3 pâtés de maison de l'immeuble.
Jérôme le retrouva dans un café de l'autre côté de la rue, son ordinateur portable ouvert, montrant plusieurs angles de caméra de l'intérieur de l'appartement. Francine était arrivée la première. Elle arpentait l'appartement, agitée. Quand Karl entra, elle se tourna immédiatement vers lui. Folle. Tu as failli me tuer. Sa voix résonna clairement dans les haut-parleurs. Je t'ai sauvé. Ingrate. Karl la saisit par les bras. Dwyer remonta la chronologie sans me prévenir. J'ai dû agir vite pour te faire descendre de cet avion. Tu aurais dû me prévenir. Je suis rentré, Karl. J'ai dû affronter Owen. Lui mentir en face. Ça faisait partie du plan depuis toujours. La voix de Karl s'est calmée. Manipulatrice. Tu lui mens depuis des mois. Quelques millions de plus, c'est quoi ça? Il a déposé une déclaration de sinistre. Francine. 5 millions de dollars. Il ne nous reste plus qu'à attendre que ça se règle. Et tu disparais comme prévu. Et Dwyer? Et l'enquête? Dwyer est au Mexique, il a probablement bu jusqu'à en mourir avec l'argent que je lui ai versé. Et l'enquête conclura. Panne d'équipement. C'est parfait. Karl l'a serré contre lui. Dans 6 mois, nous serons à Sao Paulo. Nouvelles identités, nouvelle vie. Tout ce que nous avions prévu. La résistance de Francine a fondu. Promis? Promis qu'Owen ne se doutera de rien. Owen Dodge est un passionné de cybersécurité probablement dévasté. Il a failli perdre sa précieuse épouse. Il touchera l'argent, fera son deuil comme il se doit, et quand tu le quitteras dans 6 mois, il aura le cœur trop brisé pour remettre les choses en question. Owen regardait sa femme embrasser son amant. Les regarder célébrer leur succès. La main de Jérôme sur son épaule était la seule chose qui le retenait assis. On les a enregistrés, dit Jérôme doucement. Complot pour fraude à l'assurance. Ça fait 15 ans minimum. Pas assez. La voix d'Owen était froide. Pas pour 300 morts. Il faut que Karl avoue le sabotage. Il faut que Dwyer soit retrouvé. Et il nous faut des preuves matérielles qui les relient tous à l'accident. Comment? Owen observait Karl et Francine à travers la caméra. Les regarder planifier leur avenir sur les tombes d'innocents. Une idée se forma. Dangereuse et sombre. On leur fait croire que quelqu'un d'autre est au courant. Quelqu'un d'assez dangereux pour qu'ils aient besoin de régler tous leurs comptes. Owen se tourna vers Jérôme. Tu peux accéder à la messagerie de Caldwell Industries? Probablement. Pourquoi? Parce qu'on va envoyer un message à Karl de César Dwyer. Le sourire d'Owen était prédateur et on va le faire paniquer. Chapitre 5. Le chantage. Le courriel est arrivé dans la boîte de réception de Karl Caldwell à 3h47. Acheminé via suffisamment de serveurs proxy pour le rendre intraçable, du moins pour quiconque ne connaissant pas Owen. L'objet était simple, je veux plus d'argent. La réponse de Karl est arrivée en quelques minutes, prouvant qu'il était éveillé. Jérôme et Owen observaient depuis le bureau de Jérôme l'échange de messages. Karl Dwyer, tu étais censé te taire. Dwyer, les plans ont changé. La FAA a trouvé des preuves plus vite que tu ne l'avais dit. Je dois disparaître pour de bon. J'ai besoin de 500 000 $ supplémentaires. Karl, je n'ai pas cette somme. Nous étions d'accord. Dwyer, nous étions d'accord pour que tu brouilles les pistes, mais je regarde les informations. 300 morts à cause de ce que j'ai fait. C'est une aiguille dans le bras s'il m'attrape. J'ai besoin d'argent pour disparaître définitivement. Ou peut-être devrais-je parler aux enquêteurs, trouver un arrangement. La réponse de Karl a pris 5 minutes, et Owen pouvait imaginer la panique de l'homme. Karl, ne fais pas de bêtises. Je peux avoir l'argent, mais j'ai besoin de temps. La déclaration d'assurance prend des semaines. Dwyer, je suis au courant pour l'assurance du pilote. 5 millions. Je veux 10%. Ou je leur dis tout. Le sabotage, le plan avec ta copine, tout. Karl, tu m'impliques. Tu t'impliques toi-même. Dwyer, je suis déjà mort s'il m'attrape. Autant te faire descendre aussi. Tu as 48 heures. J'enverrai des instructions par télégramme. Tu crois qu'il va mordre? Demanda Jérôme. Il n'a pas le choix. Owen se pencha en arrière, regardant l'icône de Karl s'afficher, tapant, puis s'arrêtant,
puis recommençant. Il ne peut pas obtenir 500 000 $ en 48 heures sans laisser de traces. Il va devoir faire quelque chose de désespéré. La réponse est finalement arrivée. Karl, d'accord. Mais c'est la dernière fois. Après ça, tu disparais à jamais. Dwyer. Après ça, tu n'entendras plus jamais parler de moi. C'est promis. Owen, ferme l'ordinateur. Maintenant, on attend. Karl a besoin d'argent rapidement, ce qui signifie qu'il va agir. Jérôme, j'ai besoin que tu surveilles chacune de ces transactions. Tu es déjà sur le coup. J'ai aussi un ami dans la police fédérale mexicaine. Si Dwyer est vraiment là-bas, on le trouvera. Tant mieux. Parce que Karl va essayer de régler les derniers détails. Soit il traquera Dwyer lui-même, soit il enverra quelqu'un. Dans tous les cas, on sera prêt. La prédiction d'Owen s'est avérée exacte plus vite que prévu. 20 heures après l'email, Ivan Fitzgerald a appelé Jérôme. Karl venait de transférer 300 000 $ d'un compte d'entreprise. Il a prétendu que c'était pour une urgence fournisseur, mais j'ai vérifié. Pas de facture fournisseur, pas de trace écrite. Il transfère de l'argent. Tu peux le bloquer ? A demandé Owen sur haut-parleur. Déjà fait. Il lui a dit, on a besoin de l'approbation du conseil d'administration pour les transferts de plus de 100 000 $. Il est furieux. La voix d'Ivan était grave. Il va essayer autre chose. Owen a vérifié la localisation de Francine sur le traceur téléphonique que Jérôme l'avait aidé à installer. Elle était chez elle, soi-disant pour se reposer après son traumatisme. Il l'appela. Salut Anne, comment vas-tu ? Mieux. Sa voix était douce, celle d'une survivante fragile. Juste fatiguée. Écoute, je me disais qu'on pourrait peut-être s'éloigner quelques jours pour se changer les idées. Je pourrais prendre congé. On pourrait aller à Big Sur, cet endroit que tu aimes tant. Un silence. Owen l'entendait presque calculer. Ça a l'air sympa, mais je ne sais pas si je peux supporter d'être loin en ce moment. Tout me semble encore si douloureux. Bien sûr que je comprends. Il adoucit la voix. La compagnie d'assurance rappela. Il disait que le traitement de la demande était plus rapide que prévu. Quelque chose concernant les preuves évidentes de l'accident pourrait prendre 3 semaines au lieu de 2 mois. Un autre silence. Plus long cette fois. C'est bien. Ouais, au moins quelque chose de positif dans toute cette tragédie. Il laissa planer le silence. Bref, je rentrerai tard ce soir. Urgence client. Ne m'attends pas. D'accord. Je t'aime, Owen. Ces mots lui retournèrent l'estomac. Je t'aime aussi. Il raccrocha et vérifia immédiatement les images de surveillance. Quelques minutes plus tard, Francine était au téléphone. Le micro caché dans la cuisine capta sa conversation. Karl, on a un problème. Owen a dit que l'assurance arriverait dans 3 semaines. Non, je ne sais pas comment c'est possible. Bon, qu'est-ce que tu vas faire pour Dwyer ? Owen n'entendit pas la réponse de Karl, mais la réaction de Francine lui en dit long. C'est trop dangereux. Je me fiche qu'il se passe quelque chose si Owen l'apprend. D'accord, mais si ça se retourne contre nous, elle raccrocha et passa immédiatement un autre appel. Celui-ci tomba sur la messagerie. César, c'est moi. Ne parle pas à Karl. Quoi qu'il te propose, n'accepte pas, rappelle-moi. Elle essaie de prévenir Dwyer. Remarqua Jérôme. Elle commence à avoir peur. Bien. La peur rend les gens négligents. Owen installa des caméras de circulation près du bureau de Karl. Voilà. Karl part à 22 heures un mardi. Où va-t-il ? Jérôme a suivi la voiture de Karl grâce aux caméras de la ville, une compétence qui leur avait été utile dans l'armée et qui s'est toujours avérée payante. Il se dirige vers les docks. La zone industrielle près de Terminal Island. Des armes ? Demanda Owen. Jérôme ouvrit un autre ordinateur portable affichant une image thermique d'un drone qu'il avait déployé. Un holster de pistolet armé. Owen, il va tuer Dwyer. Non. Owen attrapa sa veste. Il va essayer, mais Dwyer n'est pas là, car nous allons attendre. Le piège était tendu. Jérôme avait envoyé un email de suivi à Karl en se faisant passer pour Dwyer, avec un lieu de rendez-vous, l'entrepôt 7 à Terminal Island à minuit. L'endroit était parfait,
isolé, sans témoins, avec de nombreux emplacements pour le matériel de surveillance. Owen et Jérôme arrivèrent 2 heures en avance, préparant leur position avec du matériel de vision nocturne et des appareils d'enregistrement. Si Carl montrait qu'il préparait le meurtre de Dwyer, ils auraient tout ce qu'il leur fallait. À 23h45, la Mercedes de Carl entra dans le quartier des entrepôts. Il se gara à 50 mètres de l'entrepôt désigné, observant, attendant. À minuit, une silhouette émergea de l'ombre. Non pas Dwyer, mais un employé de Carl chez Caldwell Industries, un certain Tony Shields, qui travaillait dans la logistique. « Où est Dwyer » siffla Carl. Il ne s'est jamais présenté. « Mais patron, on a un problème plus grave. » Tony brandit une tablette. « Quelqu'un a accédé à notre système, téléchargé des fichiers, des communications entre vous et Dwyer, des relevés de paiement, tout. » Le visage de Carl pâlit sur l'imagerie infrarouge il y a 2 heures. Tout a disparu. Si ça se sait, trouvez qui. Engagez qui vous voulez et trouvez Dwyer. Il essaie de nous duper. Owen sourit dans l'obscurité. Il avait accédé au serveur de Caldwell Industries cet après-midi-là, téléchargeant tout et laissant juste assez de traces pour rendre Carl paranoïaque. Carl pensait maintenant que Dwyer avait de l'influence, ce qui signifiait que Carl allait faire quelque chose de désespéré. Mais le vrai message avait été envoyé. Carl Caldwell perdait le contrôle. Chapitre 6. La pression monte. Les 48 heures suivantes poussèrent Carl au point de rupture. Owen orchestrait tout avec une précision chirurgicale. Chaque geste était calculé pour resserrer l'étau. Tout d'abord, le contact de Jérôme et la police fédérale mexicaine ont trouvé César Dwyer, un informateur rémunéré qui lui ressemblait de loin. Ils ont fait en sorte qu'une photo de Dwyer dans un complexe hôtelier de Cancun soit divulguée à l'un des contacts de Carl, ainsi qu'une rumeur selon laquelle Dwyer était en négociation avec les enquêteurs de la FAA. La panique de Carl fut immédiate et visible. La surveillance le montra en train de passer des appels frénétiques, rencontrant des contacts de plus en plus douteux. Des personnes capables de faire disparaître définitivement les problèmes. Ensuite, Owen a envoyé anonymement les fichiers téléchargés de Caldwell Industries à Ivan Fitzgerald, accompagnés d'un message « Votre partenaire est en train de détruire l'entreprise. Arrêtez-le avant qu'il ne soit trop tard. » Ivan a confronté Carl dans les bureaux de Caldwell Industries. Leur altercation a été filmée par des caméras de sécurité piratées par Jérôme. Vous avez détourné des fonds. Ces fichiers montrent des virements vers des comptes offshore. Des paiements à l'entreprise de maintenance recherchée pour interrogatoire dans le cadre de l'accident. Ce sont des faux. On me tend un piège. Alors expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi 800 000 $ ont disparu. Expliquez votre contact avec Dwyer juste avant le crash. Owen regardait le flux avec satisfaction. Le monde de Carl implosait et l'homme n'avait nulle part où se tourner, sauf que son téléphone sonnait. Francine, la voix tremblante. Owen, quelque chose ne va pas, Carl vient d'appeler. Il avait l'air effrayé. Il a déclaré que les gens posaient des questions sur l'accident et sur son entreprise. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Owen garda une voix neutre. Rien. C'est juste que je suis inquiet. Et si l'enquête s'intéressait à toutes les personnes associées à Transglobal? Et s'il m'interroge à nouveau? Franny, tu n'as rien fait de mal. Tu n'étais même pas dans le vol. Je sais, mais elle s'est tue. Owen, si quelque chose m'arrivait, si quelque chose n'allait pas, tu irais toujours bien, n'est-ce pas? L'assurance, tout ce que nous mettons en place. C'était là. Même maintenant, même effrayée, elle pensait à l'argent. Tu n'iras nulle part, dit-il fermement. Je ne laisserai rien t'arriver. Quoi qu'il se passe avec l'entreprise de Carl, ce n'est pas notre problème. Après avoir raccroché, Jérôme le regarda. Elle est en train de casser. Peut-être que nous poussons plus fort. Pas encore. Carl est la clé. Si on le brise, Francine tombe avec lui. Mais nous avons besoin qu'il commette une dernière erreur. Owen a sorti une autre série de dossiers, les véritables preuves qu'il avait rassemblées. Demain, on lui envoie encore un message, celui qui lui fait tout avouer. Cette nuit-là, Owen rédigea l'email le plus important de l'opération. Pas à Carl directement, mais à Tony Shields, le responsable logistique de Carl, le même homme qu'il avait rencontré à l'entrepôt. L'email, censé provenir d'un enquêteur de la FAA,
présentait des preuves d'un accès de Caldwell Industries au système de planification de maintenance de Transglobal, reliant le sabotage directement à l'entreprise de Carl. L'email comprenait une demande de réunion. Tony Shields, demain, 14 h, bâtiment fédéral du centre-ville. Venez prêt à expliquer les activités de votre employeur. Owen l'a envoyé à 6 h, sachant que Tony le transmettrait immédiatement à Carl. La réaction a été volcanique. À 8 h du matin, Carl avait convoqué une réunion d'urgence chez Caldwell Industries. La surveillance de Jérôme captait chaque mot. Ils savent que la voix de Carl était irrégulière. La FAA connaît l'accès au système. Ils vont m'arrêter. Tout s'effondre. Quel accès au système? Demanda Ivan. Carl, qu'est-ce que tu as fait? J'avais besoin d'argent. L'entreprise faisait faillite. Vous n'approuveriez pas mes demandes de refinancement. Je n'avais pas le choix. Pas d'autre choix que d'écraser un avion pour tuer 300 personnes. La pièce devint silencieuse. Owen, qui écoutait depuis le bureau de Jérôme, sentit son pouce accélérer. Carl était sur le point de se confesser. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Continua Carl, la voix brisée. Dwyer a déclaré que les dégâts seraient mineurs, juste assez pour provoquer un atterrissage d'urgence. Francine serait retirée du vol. Nous récupérerions son assurance. Je recevrai les réclamations pour interruption d'activité. Francine. La voix d'Ivan était glaciale. Francine Dodge. Vous l'avez impliquée. Elle était ma partenaire. Elle m'a donné accès au système. A aidé à planifier le timing. Le visage de ton fils d'Ivan était rouge de rage. Vous avez délibérément écrasé cet avion. Vous avez assassiné. Je ne voulais pas qu'il plante complètement. Quelque chose s'est mal passé avec le sabotage de Dwyer. C'était censé être contrôlé. Owen se tourna vers Jérôme. Triomphe à ses yeux. Je l'ai eu. Aveu complet enregistré sur bande en présence de son partenaire commercial. Et maintenant? Maintenant, nous nous assurons qu'il ne puisse pas s'enfuir. Et on s'assure que Francine descende avec lui. Owen était là pour rassembler les preuves. Des mois de surveillance, des dossiers financiers, des journaux de communication, et maintenant les aveux de Carl. Appelez votre ami à la FAA. Dites-leur qu'ils doivent attaquer Caldwell Industries aujourd'hui. Dis-leur tout. Chapitre 7. La chute du château de cartes. La FAA travaillant avec le FBI a déménagé à 16 h. Cet après-midi. Owen a regardé depuis son bureau les hélicoptères de presse encercler Caldwell Industries, diffusant des images en direct d'agents fédéraux affluant dans le bâtiment. Carl Caldwell, menotté, conduit vers une voiture banalisée. Tony Shields et 3 autres employés placés en garde à vue. Son téléphone sonna. Francine, sa voix contrôlait à peine la panique. Owen, allume les informations. Carl a été arrêté. Ils disent qu'il a saboté l'avion. Qu'il a assassiné tout le monde sur le vol 2847. Jésus. Owen avait une voix choquée, horrifiée. Pourquoi le ferait-il? Je ne sais pas. Je le connaissais à peine grâce à certains événements aériens. Le mensonge lui venait automatiquement, même maintenant. Owen, et s'il pensait que j'étais impliqué? Et si c'était parce que j'avais changé de vol? Franny, calme-toi. Vous n'aviez rien à voir avec ça. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est juste que j'ai peur. Peux-tu rentrer à la maison? J'y serai dans 1 heure. Il fit une pause. Peut-être devrions-nous appeler un avocat juste pour être en sécurité. Un avocat? Owen, je n'ai rien fait. Je sais, mais s'ils enquêtent sur toutes les personnes associées à la compagnie aérienne, nous devrions être prêts. Je demanderai à quelqu'un de nous rencontrer à la maison. L'avocat était en fait Jérôme, qui avait réussi l'examen du barreau il y a des années, mais qui préférait le travail d'enquête. Il est arrivé chez eux en costume, mallette à la main, ressemblant à l'avocat concerné. Madame Dodge, dit Jérôme en serrant la main de Francine. Je comprends que vous soyez préoccupée par l'enquête. Parlons de ce que nous savons. Ils étaient assis dans le salon, la même pièce où Owen s'était effondré, sanglotant 10 jours auparavant, croyant que sa femme était morte. Maintenant, il observait sa performance avec un détachement clinique. Je connaissais à peine Carl Caldwell, commença Francine.
Nous nous sommes rencontrés lors de quelques événements caritatifs des compagnies aériennes. Rien de plus en réalité. Jérôme ouvrit sa mallette et en sortit des photos. Parce que j'ai des photos de vous et de Monsieur Caldwell ensemble dans des hôtels à Singapour, Londres et Tokyo, à des dates qui correspondent à vos escales internationales. Le visage de Francine est devenu blanc. C'est pas moi. Nous avons également des dossiers financiers montrant Monsieur Caldwell payant pour un appartement en centre-ville où vous le rencontriez régulièrement. Des enregistrements téléphoniques montrant des milliers d'appels entre vous et les plus accablants, Jérôme plaça un autre document sur la table. Preuve que votre changement de vol a été initié à partir du système informatique de Caldwell Industries en utilisant les informations d'identification de votre compagnie aérienne. Owen a vu le monde de sa femme s'effondrer. Ses yeux allaient de Jérôme à lui, cherchant une issue. Owen, je peux t'expliquer. Ne le faites pas. Sa voix était plate, sans émotion. Ne me mens plus. Je sais tout, Francine. L'affaire, le plan d'assurance, le sabotage, tout ça. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais Owen les vit tels qu'ils étaient. Du désespoir, pas des remords. Cela n'était pas censé se passer de cette façon. Douir était censé causer des dégâts mineurs, suffisants pour un atterrissage d'urgence. L'accident ne l'était pas. Je ne voulais pas que quelqu'un meure, mais ils l'ont fait. Owen se pencha en avant. 300 personnes sont mortes parce que vous et Carl Caldwell avez décidé que leur vie valait moins que votre liaison et sa dette. Je ne savais pas qu'il était si désespéré. Il m'a dit qu'on allait juste récupérer l'assurance et recommencer, l'interrompit Jérôme. Madame Dodge, sachez que Monsieur Caldwell est actuellement en détention fédérale et qu'il parle. Il avoue tout en échange d'un accord de plaidoyer. Il a déjà donné votre nom aux enquêteurs. Le sang-froid de Francine s'est complètement brisé. Non, non, il ne le ferait pas. Nous avions un plan. Le plan est terminé. Owen regardait la femme qu'il avait autrefois aimée. Carl te jette sous le bus pour se sauver. Il prétend que vous étiez le cerveau. Que vous avez utilisé votre position de pilote pour accéder au système. Que vous avez recruté Douir. Il dit qu'il n'était qu'un pion. C'est un mensonge. C'était son idée. Son entreprise était en faillite. Il avait besoin d'argent. Elle ne réalisa plus ce qu'elle venait d'admettre. Jérôme sortit un autre document. Je ne suis pas vraiment votre avocat, Madame Dodge. Je suis un détective privé agréé et tout ce que vous venez de dire est recevable. Vous venez d'avouer un complot en vue de commettre un meurtre, une fraude à l'assurance et un sabotage d'un avion commercial. Francine regarda Owen. Une vraie peur dans ses yeux maintenant. Vous m'avez piégé. Non. La voix d'Owen était froide. Vous vous êtes installé au moment où vous avez décidé que 300 vies étaient des dommages collatéraux acceptables pour votre cupidité. Il fit un signe de tête à Jérôme, qui appela. Vous pouvez entrer maintenant, dit Jérôme dans son téléphone. La porte d'entrée s'ouvrit. 2 agents du FBI sont entrés, accompagnés d'un enquêteur de la FAA. Ils attendaient dehors, écoutant chaque mot grâce à l'équipement de surveillance qu'Owen et Jérôme avaient installé. Francine Dodge, l'un des agents, a commencé, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, fraude à l'assurance et destruction d'un avion commercial. Owen les regarda la menotter, lui lire ses droits et la conduire vers la porte. Elle le regarda une fois, son visage étant un mélange de trahison et de supplication désespérée. Owen, s'il te plaît. Nous avons eu quelque chose de réel une fois. S'il vous plaît, ne les laissez pas. Vous avez tué 300 personnes. Francine, peu importe, nous étions morts avec eux. La porte se referma derrière elle. Owen se tenait dans la maison soudainement silencieuse, la maison qu'il avait construite avec une femme qui n'avait jamais vraiment existé. Jérôme posa une main sur son épaule. Tu as bien fait, mon frère. Ils partiront tous les deux à vie. Ce n'est pas suffisant. La voix d'Owen était creuse. Rien ne suffira jamais à ces familles. Non. Jérôme accepta doucement. Mais c'est la justice, et parfois cela doit suffire. Chapitre 8. Les dernières pièces. Le procès de Carl Caldwell et de Francine Dodge est devenu l'un des plus médiatisés de l'histoire récente. Les preuves étaient accablantes. Des aveux, des enregistrements, des documents financiers et des témoignages d'Ivan Fitzgerald et d'autres employés de Caldwell Industries qui avaient, sans le savoir, contribué à faciliter le crime. Owen a assisté chaque jour au procès,
assis dans la tribune avec les familles des victimes. Il était devenu une sorte de figure pour eux, l'homme dont la femme avait participé au complot, qui avait perdu son mariage mais avait obtenu justice pour leurs proches. Le 6e jour de témoignage, César Douir fut amené du Mexique. Le vrai Douir, décharné et terrifié, avait été retrouvé caché dans une cabane en bord de mer à Tulum. Face aux preuves et à la promesse d'une réduction de peine, il a tout avoué. Karl m'a approché il y a 6 mois. Douir a témoigné, la voix tremblante, a dit qu'il avait besoin d'une faveur et qu'il me paierait $200 000. Ma fille avait besoin d'une intervention chirurgicale, d'un traitement contre le cancer. J'étais désespéré. Il m'a montré les modifications exactes à apporter au système hydraulique. A dit que cela provoquerait juste un dysfonctionnement mineur. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que ça ferait tomber tout l'avion. La procureure, une femme aux yeux perçants nommée Donna Deli, se pencha en avant. Mais saviez-vous que vous sabotiez un avion commercial? Oui. Le visage de Douir se plissa. Dieu me pardonne. Je savais. Mais Karl a dit que c'était juste pour des raisons d'assurance, que personne ne serait blessé. Il m'a montré des simulations, des plans. Tout avait l'air sûr. Je lui ai fait confiance. Et quand as-tu réalisé que ce n'était pas sûr? Quand l'avion s'est écrasé, Douir a sangloté quand j'ai vu la nouvelle. J'ai appelé Karl, lui criant dessus, lui demandant ce qui n'allait pas. Il m'a dit de courir pour prendre l'argent et disparaître. Il a dit que si je parlais, il s'assurerait que je descende pour tout ça. L'avocat de la défense de Karl a tenté de discréditer le témoignage de Douir, suggérant qu'il avait été contraint ou qu'il avait modifié l'avion au-delà des instructions de Karl. Mais l'enquête de Jérôme avait permis de retrouver les plans originaux dans les dossiers de Karl, des schémas détaillés montrant exactement ce qu'il avait demandé à Douir de faire. Les modifications n'ont jamais été censées être mineures. Karl avait prévu dès le départ un échec catastrophique. L'accusation a alors convoqué Ivan Fitzgerald, dont le témoignage s'est révélé dévastateur. Karl Caldwell a systématiquement détruit Caldwell Industries de l'intérieur. Ivan a témoigné qu'il avait détourné des fonds, effectué des transactions non autorisées et utilisé les ressources de l'entreprise pour planifier cette atrocité. Lorsque je l'ai confronté aux preuves, il a tout avoué, a affirmé que l'accident était un accident, que le sabotage était censé être contrôlé. Mais j'ai trouvé des documents prouvant qu'il avait fait des recherches sur des catastrophes similaires et étudié les données de boîtes noires provenant d'accidents précédents. Il s'agissait d'un meurtre délibéré. La défense de Francine était qu'elle avait été manipulée par Karl et qu'elle pensait que le plan n'était qu'une fraude à l'assurance et non un meurtre de masse. Mais les preuves racontaient une toute autre histoire. Des courriels discutant du nettoyage après le crash, de ses recherches sur les disparitions d'avions en haute mer, de son achat de faux documents d'identité des mois avant l'incident. Owen a témoigné le 12e jour. Il est venu à la barre, a regardé directement Francine et a parlé avec une précision calme. Ma femme m'a dit qu'elle m'aimait en planifiant ma manipulation. Elle m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais les victimes d'un désastre qu'elle avait contribué à créer. Elle a agi traumatisée en vérifiant sur son téléphone les mises à jour de son amant sur le moment où il récupérait l'argent de l'assurance. Il fit une pause. La femme que j'ai épousée n'existe pas. Elle ne l'a jamais fait. Ce qui est assis à la table de la défense est quelqu'un qui valorise l'argent et qui a échappé à plus de 300 vies humaines. Francine a essayé de garder son sang-froid, mais Owens a vu les fissures. Son avocat lui avait conseillé de ne pas témoigner, sachant que l'accusation la déchirerait. Sans son témoignage, elle ne pouvait pas s'humaniser auprès du jury, ne pouvait pas jouer la carte de victime sur laquelle elle s'était appuyée toute sa vie. Le procès a duré 4 semaines. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation, les 2 accusés. L'audience de détermination de la peine a eu lieu 2 semaines plus tard. Les directives fédérales prévoyaient la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les seules accusations de meurtre. La juge, une femme sévère nommée Glatty Msekula, n'a fait preuve d'aucune pitié. Monsieur Caldwell, Madame Dodge, a commencé le juge Msekula. Vous avez été reconnu coupable de l'un des crimes les plus odieux de l'histoire de l'aviation. Vous avez délibérément détruit un avion commercial, assassinant 300 personnes innocentes pour obtenir un gain financier. La dépravation de vos actes défie l'entendement. Elle se tourna d'abord vers Karl. Vous, Monsieur Caldwell, avez orchestré ce massacre. Vous avez recruté et payé Monsieur Wire pour saboter l'avion. Vous avez manipulé Madame Dodge,
exploité les ressources de votre entreprise et n'avez montré aucun remords. Je vous condamne à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour chaque chef d'accusation de meurtre, à purger consécutivement. Vous mourrez en prison, monsieur Caldwell, comme il convient pour le monstre que vous avez prouvé être. Le visage de Carl est resté vide, mais ses mains ont tremblé. Le juge Msekula s'est tourné vers Francine. Madame Dodge. Vous avez trahi non seulement votre mari mais aussi votre profession. En tant que pilote, on vous confiait la sécurité des passagers. Au lieu de cela, vous avez utilisé votre position pour faciliter un massacre. Votre cupidité et votre égoïsme ont coûté la vie à 300 personnes. Comme monsieur Caldwell, vous êtes condamné à perpétuité. Imprisonnement without parole on each murder count, consécutive sentence. You will never breathe free again. Francine Brogden, collapsing in her chair, sobbing. Butter tears fell on differ. The family of the victim watched with grim satisfaction. Justice, however inadequate, had been served. Chapter 9. Moving forward. 6 months after the sentencing, Owen stood at the edge of the Pacific, wave crashing against the rock below. A memorial had been erected here, 300 names etched in black granite, un pour chaque victime de vol. 2847. Il venait souvent ici, portant le poids de ce que sa femme avait fait, même s'il savait intellectuellement que ce n'était pas son fardeau à porter. Jérôme le rejoignit, 2 tasses de café à la main. Ça va, mon frère? Je le serai. Owen accepta le café. C'est étrange. Je pensais que je ressentirais plus quelque chose. Un soulagement? Satisfaite? Mais c'est juste vide. C'est normal. La justice n'efface pas les traumatismes. Il ne s'agit pas seulement du procès. Owen regarda le mémorial. C'est savoir que j'ai partagé une vie avec quelqu'un qui en était capable. Comment je ne l'ai pas vu? Parce qu'elle ne voulait pas que tu le voies. Les sociopathes sont d'excellents interprètes, Owen. Vous, plus que tout le monde, le savez depuis l'époque où nous étions militaires. Owen hocha lentement la tête. La communauté du renseignement lui avait appris à déceler la tromperie chez ses ennemis, mais il n'avait jamais pensé à la rechercher chez lui. C'était une leçon apprise trop tard. Son téléphone sonna. Un texte d'Ivan Fitzgerald. Caldwell Industries est officiellement dissoute aujourd'hui. Vente d'actifs finalisée. Votre part du la récompense du lanceur d'alerte a été transférée. Jérôme avait fait en sorte qu'Owen reçoive une partie de la récompense du lanceur d'alerte de la SEC pour avoir dénoncé les crimes financiers de Carl. L'argent, plus d'1 million de dollars, semblait entaché, mais Owen avait déjà décidé où il irait. J'en fais don, a déclaré Owen. Le tout versé aux familles des victimes, partagé à parts égales. C'est généreux. Ce n'est pas de la générosité. C'est une reconnaissance. Ils ont tout perdu parce que ma femme était un monstre. Le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce cauchemar produise du bien. Jérôme sirote son café. Et vous? Quelle est la prochaine étape? Owen réfléchit à la question. Il avait vendu la maison et ne supportait plus d'y vivre. Son entreprise de cybersécurité était florissante, mais son travail semblait vide de sens. Il lui fallait quelque chose de plus, quelque chose de significatif. J'y ai pensé. Le procès a montré à quel point il était facile pour Carl d'accéder au système des compagnies aériennes et pour Dwyer de saboter les avions. Les failles de sécurité sont énormes. Owen se tourna vers Jérôme. Et si nous travaillions ensemble, utilisions nos compétences pour aider les compagnies aériennes, à améliorer leurs protocoles de sécurité, s'assurer que quelque chose comme ça ne puisse plus se reproduire? Jérôme haussa un sourcil. Vous souhaitez créer une entreprise. Je veux faire quelque chose qui compte. Nous avons l'expertise. Vous avec l'enquête, moi avec la cybersécurité. Nous pourrions consulter les compagnies aériennes, les aider à identifier les vulnérabilités avant que quelqu'un comme Carl ne les exploite. Un lent sourire s'étala sur le visage de Jérôme. Tu sais quoi? J'aime ça. Campos et Dodge Aviation Security sonnent bien. Dodge et Campos. Owen corrigea avec un fantôme de sourire. Ordre alphabétique. Ils restèrent dans un silence confortable, regardant le soleil commencer sa descente vers l'horizon. Owen ressentit les premiers symptômes de quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis des mois.
Objectif. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Il répondit prudemment. Monsieur Dodge, voici Melinda Pugh. Je suis le directeur de la Fondation pour la sécurité aérienne. J'ai suivi votre cas et j'espérais que nous pourrions parler. Nous recherchons des consultants qui comprennent à la fois les aspects techniques et criminels de la sûreté aérienne, votre expérience en matière de renseignement et ce que vous avez découvert dans le cadre du affaire Caldwell. Eh bien, vous êtes exactement le genre d'expertise dont nous avons besoin. Owen croisa le regard de Jérôme et y vit la même surprise et la même curiosité. Je serais intéressé à en discuter, a déclaré Owen. En fait, j'ai un partenaire qui pourrait également être précieux pour votre organisation. Jérôme Campos, ancien renseignement militaire, aujourd'hui détective privé. Il a joué un rôle déterminant dans l'enquête Caldwell. Encore mieux. Et si on déjeunait demain? Nous trois. Une fois l'appel terminé, Jérôme secoua la tête avec étonnement. Du pire moment de votre vie à une nouvelle opportunité de carrière. C'est quelque chose. Ce n'est pas une question d'opportunité, dit doucement Owen. Il s'agit de s'assurer que personne d'autre n'ait à se tenir devant un mémorial comme celui-ci, pour pleurer les personnes décédées à cause de l'avidité et de la manipulation. Si nous pouvons éviter ne serait-ce qu'un incident, sauver ne serait-ce qu'un vol, cela ne les ramènera pas, a terminé Jérôme. Mais cela honore leur mémoire. Owen regarda les 300 noms sur le granit. Chacun une vie volée, une famille brisée. Sa propre vie avait été brisée aussi. Mais il était toujours debout. Il avait pris son pire cauchemar et l'avait transformé en justice. Maintenant, il a transformé cette justice en prévention. Il y a un an, il était un homme satisfait de sa vie tranquille, de ses affaires prospères et de son mariage apparemment heureux. Cet homme avait disparu, détruit avec le vol 2847. Mais à sa place se tenait quelqu'un de plus fort, quelqu'un de déterminé. Carl Caldwell passera le reste de sa vie dans une prison à sécurité maximale. Sa fortune disparue, son entreprise dissoute, son nom synonyme de meurtre de masse. Francine ne volerait plus jamais, ne reverrait plus jamais la liberté, passerait des décennies en cellule en sachant qu'elle avait tout jeté pour l'argent du sang qu'elle ne dépenserait jamais. Et Owen veillerait à ce que leur crime conduise à quelque chose de mieux. Il utiliserait ses compétences, son expérience, sa connaissance approfondie de la tromperie humaine pour protéger les autres. Ce n'était pas une rédemption. Il n'avait rien à racheter, mais c'était un but. Jérôme a levé sa tasse de café vers un nouveau départ. Owen leva sa propre tasse, la tapotant contre celle de Jérôme, pour s'assurer que les méchants perdent. Ils ont bu leur café et j'ai regardé le soleil se coucher sur le Pacifique, sur les eaux où 300 personnes avaient perdu la vie. Le mémorial resterait ici pour toujours, rappelant le prix de la cupidité et le prix de la justice. Mais pour Owen Dodge, c'était aussi un rappel que dans les moments les plus sombres, dans les trahisons les plus profondes, il était encore possible de trouver la lumière. Pas du bonheur. Pas encore, peut-être jamais complètement, mais avec un but. Et parfois, le but était suffisant. Il a sorti son téléphone et a envoyé un texto au directeur de l'Aviation Safety Foundation. Demain, ça marche. Parlons de la manière dont nous prévenons la prochaine catastrophe. Alors qu'ils retournaient à leur voiture, Owen sentit le poids sur ses épaules se déplacer légèrement. Cela ne disparaîtrait jamais complètement, mais il était désormais équilibré par la détermination, par le fait de savoir qu'il avait affronté le mal dans sa propre maison et qu'il en était sorti victorieux. Carl et Francine avaient essayé d'en faire un psy, un outil dans leur plan meurtrier. Au lieu de cela, il serait devenu leur pire cauchemar. Un homme qui ne pouvait pas être dupé, qui ne pouvait pas être manipulé, qui ne pouvait pas être empêché de demander justice. L'histoire du vol 2847 serait racontée pendant des années. Un récit édifiant sur la cupidité, la trahison et les meurtres de masse. Mais ce serait aussi l'histoire de la résilience, d'un homme ordinaire qui avait refusé d'être une victime, qui avait transformé sa douleur en but. Owen Dodge avait perdu sa femme, son mariage, sa tranquillité d'esprit. Mais il avait gagné quelque chose de plus précieux. La certitude inébranlable que face au mal, il avait choisi de se battre. Et il avait gagné. Il faudrait que cela suffise. C'est là que notre histoire se termine. Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai.